Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic en compagnie de Movsar Ibrahimov qui va bientôt s'envoler pour l'Albanie et ses championnats du monde. On va décrypter avec Movsar l'un des combats, ou j'ai envie de dire plutôt le combat que les fans français attendent le plus de l'UFC 295 qui va se passer le dimanche 12 novembre horaire européen, horaire français. Et ce combat, c'est le combat qui va opposer Benoît Saint-Denis à Matt Frevola qui plus est en carte principale de cette UFC 295 qui se passe au Madison Square Garden de New York. Vous le savez, Benoît, il est sur un run incroyable. 4 victoires sur finish depuis sa seule et unique défaite en carrière. Il a pulvérisé Ismaël Bonfim, Thiago Moises lors de ses précédentes apparitions dans l'octogone. Et cette fois-ci, il va faire face à un Matt Frevola qui est un gros puncher américain. On en parle donc avec Movsar Ibrahimov, champion EF chez le poids coq et qui va du coup disputer les championnats du monde en Albanie, qui a décroché la médaille de bronze lors de la précédente édition. Comment tu vas, Movsar? Comment se passe ta prépa? Tout va bien? Ouais, ça va super. On avance dans le régime, tu vois. Vu que je pars jeudi prochain, dans une semaine, en fait, dans une grosse semaine, je décolle. Donc la partie grosse prépa, elle est terminée. On se concentre sur la perte de poids et j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de performer. Parfait, bah écoute, encore une fois, parce que c'est la troisième analyse qu'on fait à l'approche de tes championnats du monde, et comme d'habitude, évidemment, je te souhaite la victoire. J'espère que tu vas décrocher cette fois-ci la médaille d'or au championnat du monde. Tu avais déjà marqué l'histoire avec Patrick Abirora notamment et avec d'autres combattants belges. Vous aviez marqué l'histoire de la Belgique lors des précédentes éditions en décrochant pas mal de médailles. J'espère cette fois-ci que on part sur la médaille d'or. C'est ce que je te souhaite, Inch'Allah. Tu sais, d'habitude plutôt, j'ai l'habitude justement de te poser une question concernant ton degré d'intérêt par rapport à un combat. Là, est-ce que j'ai vraiment besoin de te demander si pour Benoît Saint-Denis versus Matt Frevola, t'es hypé, Mofsar? Non, bien sûr que je suis hypé. Les, leurs résultats, leurs records, surtout les performances de Benoît Saint-Denis parlent pour elles-mêmes. Et en tant que francophone, même si je ne suis pas français directement, je suis très très hypé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr, Mofsar, c'est que la cote de Benoît Saint-Denis, elle a vraiment explosé, hein. Là, ça fait, j'ai envie de dire, en l'espace d'un an, depuis le premier UFC Paris qui a eu lieu septembre de l'année passée, il est en train d'exploser. Pour moi, c'est devenu aujourd'hui Benoît Saint-Denis le combattant français, l'un des combattants français plutôt les plus populaires dans le monde. C'est un truc de fou les chiffres qu'il est capable de générer, notamment sur ses réseaux sociaux. Comment est-ce que tu expliques que en l'espace d'un an, il est passé de jeune prospect intéressant à potentiel superstar du MMA français? Il y a plusieurs choses. Il y a les raisons pour lesquelles il a touché le public international et il y a aussi les raisons pour lesquelles il a touché le public français. D'abord, pour le public international, ils aiment la guerre, tu vois, la guerre dans la cage. Ils aiment le sang et ça, c'est ce que Benoît Saint-Denis fournit. Dans son premier combat qu'il a perdu à l'UFC, il a pris 1 million de coups. Dana White disait qu'il fallait il a viré l'arbitre parce qu'il n'a pas arrêté le combat. Euh, c'est un des combats les plus sanguins que tu as vu dans l'histoire de l'UFC. Et, et dans ce combat, il a montré qu'il a un cœur de lion, tu vois. Mhm. Donc déjà, automatiquement, en plus des Français, tout le peuple mondial adore ce show. Tout le monde veut le revoir. Et quand il revient, il prend des gros clients, Thiago Moises, Mhm. Bonfim, et il les bat. Non seulement il les bat, mais il les termine, il les finit. Mhm. Donc, pour le public international, il affronte des grands noms, il bat des grands noms. Et pour le public français, en plus de ces choses-là, c'est un des seuls, si pas le seul de mémoire, comme ça, j'ai personne d'autre. C'est un Français, mais le Français, le Gaulois. Tu comprends? Mhm. Il a, en fait, c'est normal, c'est parce que il y a une grosse population en France qui Identifié. peut s'identifier à lui, c'est ça. Un peu, regarde bien, celui qui a eu un peu la même chose comme hype, c'est le Paul de YFC. Ok, Parce ouais, qu'il ouais. représente, sauf que lui, c'est un amateur, mais il représente le même personnage. Bien sûr, il y a d'autres, Cyril Gane, Nassourdine Imavov, tous ces combattants-là, mais il touche peut-être un peu moins un autre public. C'est pas un problème, c'est pas une mauvaise chose, parce que les gens, ils aiment beaucoup créer des problèmes autour de rien du tout, mais il touche un public différent, et ce public qui kiffe voir leur Gaulois préféré casser
casser du gros lightweight à l'international. Exactement. Il y avait un profil plus ou moins, non, pas du tout similaire en fait, mais Tom Duquesnoy aussi qui était plutôt apprécié par une certaine frange des amateurs de MMA en France. Mais c'est vrai que ce qui fait la différence avec Benoît Saint-Denis, c'est que non seulement il est spectaculaire dans un octogone, puis il a sa propre personnalité. Il a une personnalité atypique, il a une histoire aussi, le fait qu'il vienne des forces spéciales françaises. Donc tout ça crée un petit peu d'engouement envers la personne de Benoît Saint-Denis, qui est un très bon gars, mais tu sais, quand tu fais partie des forces spéciales, c'est que tu as un sacré mental, que tu es un guerrier, dans le sens propre comme dans le sens figuré du terme. Et évidemment, le spectacle qu'il est capable de produire dans un octogone, je pense que c'est l'une des raisons principales qui fait que Benoît Saint-Denis est aussi suivi et populaire auprès du public français. Preuve de son côté spectaculaire et de son agressivité, Movsar, dans un octogone, Benoît Saint-Denis, c'est quand même 12 victoires en carrière pour une seule défaite, mais dans ces 12 victoires en carrière, 100% de finish, c'est un truc de fou furieux. 3 par KO TKO et 9 par soumission, c'est tout simplement incroyable, hein, ces statistiques. C'est incroyable et d'autant plus incroyable quand tu sais que sa seule défaite à l'UFC, il a son adversaire. Plus tard, on a découvert qu'il a été testé positif au doping. Ils avaient même fait une réclamation pour lui enlever sa défaite, comme il avait eu Damien Lapillus. Malheureusement, j'ai pas trop suivi, mais pour l'instant, ça s'est pas encore fait en tout cas. Donc sa seule défaite, c'est contre quelqu'un qui était dopé. euh, que des soumissions, des KO. Tu vois qu'il peut tout faire, tu vois qu'il est très dangereux, très agressif. Et même ses soumissions, il les ramène souvent avec des gros impacts debout, comme dans son dernier combat contre Bonfim, avec des très très lourds middle gauche qui lui a Mhm. brisé le bras arrière. Et ça, c'est un peu aussi dû à son coach, dont sûrement on va parler un peu plus tard, Daniel Warin, qui est très très fort, qui a créé beaucoup de champions, qui a été un des plus grands coachs de l'histoire de la France. Donc il y a la recette, il y a la recette magique pour être un très très grand combattant et devenir une superstar pour la France au monde. Parce que il le dit lui-même, il aime le sang. C'est ça qui c'est fou. C'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a des combattants qui veulent prendre le moins de dégâts possible et voilà s'imposer, si pas par décision, aller peut-être une soumission, voir le moins de sang possible dans un octogone. C'est pas du tout le cas de Benoît Saint-Denis. Lui, il faut pas lui parler de décision. C'est un monstre et même ses soumissions sont explosives et plutôt spectaculaires. Ça qui est fort avec Benoît Saint-Denis, il a de la dynamite dans les points. Il est plutôt complet, très agressif. Il enclenche la troisième vitesse dès le début du combat. Et encore une fois, c'est vraiment un combattant très agréable à regarder et à suivre. On sait qu'on va pas s'ennuyer avec Benoît Saint-Denis. Tu parlais de sa seule et unique défaite en carrière qui s'est faite face à Eliseo Zaleski dos Santos. Il a perdu, mais même là, il y avait du spectacle. C'est ce qui est fort avec Benoît. Ce qu'il faut dire que c'était en short notice, dans la catégorie au-dessus, 77 kilos chez les poids welter, face à un Eliseo Zaleski dos Santos, comme tu l'as rappelé, dopé. Il a été suspendu un an par l'USADA. Il a été contrôlé positif à l'ostarine pour être précis. On a vu que BSD a souffert, il a pris énormément de coups, mais il n'a jamais lâché. En fait, l'abandon ne fait pas partie de son ADN. Et on a pu aussi remarquer qu'il avait un état d'esprit de guerrier, ça c'est pas une surprise, mais il a aussi un menton solide, hein, Mofsar. Bien sûr, quand tu regardes les nombres de coups, le nombre de coups qu'il avait pris dans ce combat, je me rappelle, je le regardais en live. Je me disais, oh, oh. Parce qu'à ce moment-là, personne ne connaissait Benoît Saint-Denis encore. Sur la grande, dans la grande sphère des combattants, en tout cas. Moi, je ne le connaissais pas, jamais entendu parler. Et je le regardais, je voyais tous les coups qu'il prenait. Je me disais, oh, le pauvre. Oh, tu vois, je me disais, oh, oh, oh. Tu vois, quand tu Mm, n'es pas à l'aise parce que tu te dis, purée, j'espère qu'il ne va pas crever là-dedans. mm, mm. Et, et tu vois que lui, quand même, ils ont arrêté le combat. Quand c'est même son coin, à un moment donné, il parlait d'arrêter le combat. Il disait non, 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 il veut continuer. Lui, c'est un malade mental. Tu vois que quand il te dit, ouais, je suis prêt à mourir là-dedans, Ouais. lui, il rigole pas, tu vois, il est vraiment sérieux. Donc, comme on ne peut pas s'attacher, c'était un combat vraiment, laisse tomber. On aurait dit les combats dans les films, tu vois, où ils vont, on dirait qu'il y en a. J'avais vraiment peur. Je me suis dit, imagine, ça fait comme dans les trucs dans les box anglaises où il y en a un qui finit par mourir à force de prendre des coups à la tête. Laisse tomber ce combat. C'était un film d'horreur. Ah, la violence à l'état brut. Et c'est clair que l'arbitre a été suspendu, et à juste titre, parce que plus d'un aurait mis un terme au combat. C'est clair et net, parce qu'il a pris énormément de punishment. Je pense que même dans le coin de Benoît, ben, comme tu as dit,
ils hésitaient, ils se posaient des questions quant à arrêter ou pas le combat. Après, ce qu'il faut dire, c'est que le contexte est important. C'était son premier combat à l'UFC. Si tu commences à l'UFC avec une défaite sur un finish, après, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'ils ont bien fait ou pas? C'est à l'interprétation de tout un chacun, mais en tout cas, Benoît, ce qui est sûr, c'est qu'il a parfaitement rebondi après cette seule et unique défaite dans sa carrière. Et il a impressionné la planète. Il a perdu, certes, mais il a vraiment impressionné la planète parce que c'est un combattant dur au mal, comme aiment bien dire les Français. Euh, Parlons de ses victoires aussi, pour moi, dis-moi ce que t'en penses, Mofsar, mais pour moi, la victoire la plus impressionnante pour l'instant dans la carrière de Benoît Saint-Denis à l'UFC en tout cas, bah, c'est la victoire contre Ismail Bonfim, parce que Ismail Bonfim, tout le monde le présentait comme le prospect le plus intéressant dans la catégorie des poids légers, un tueur, un boucher. Je me souviens que Gilbert Burns il me semble que Gilbert Burns s'est entraîné avec Ismail Bonfim et qui disait que sa réputation au Brésil est tout simplement effrayante. Apparemment, en sparring, il explose tout le monde. Benoît Saint-Denis, il était donné perdant aux yeux de beaucoup de spécialistes de MMA. Pourtant, il a créé l'upset, en quelque sorte. Et avec quelle manière, Movsar, il lui a démoli les avant-bras avec ses middle kicks, comme tu l'as dit. Il finit par l'emporter par soumission. Premier round, il lui a fait du sale. Il l'a démoli, Ismail Bonfim. Et il a mis un terme à sa série de 13 victoires consécutives, quand même, et avec beaucoup de facilité. Moi, perso, elle m'a vraiment impressionné cette performance. Je trouve que c'est déjà, en fait, là, il a battu un prospect, comme tu as dit, quelqu'un que on mettait euh, beaucoup d'avenir sur lui, et il en a toujours, mais il a aussi battu Thiago Moises, qui est Mhm. quand même, qui est quelqu'un qui a déjà prouvé ce qu'il avait à prouver. Donc, Mhm. à partir de là, moi, je savais déjà que Benoît Saint-Denis, il part avec un très gros potentiel. La manière dont il a gagné ce combat face à un très très gros striker, c'était très impressionnant. C'est ce que je disais tout à l'heure, la grosse équipe de Benoît Saint-Denis fait que ils arrivent avec un game plan très fourni. Ils arrivent intelligents, ils arrivent préparés. Tu comprends, ils n'ont pas de faille dans leur système de team. La prépa, ils l'ont, le game plan, ils l'ont, la détermination, ils l'ont, la technique, ils l'ont, et il l'a fait et il l'a montré. Il est arrivé face à un gros striker, middle, il lui casse l'avant-bras. En fait, quand tu es face à un gaucher qui t'envoie sa jambe arrière dans ton bras droit, tu es obligé de garder le bras droit ici. Parce que si par malheur tu l'envoies et qu'il envoie le middle en même temps, sous le bras droit, il y a le foie. Mhm. Et si par malheur tu te prends un middle puissant comme celui de Benoît Saint-Denis dans ton foie, c'est terminé instantané. Donc c'est un game plan très intelligent, simple, mais il faut réussir à le mettre en place. Et il l'a fait d'une manière magnifique. Tu l'as vu à certains moments prendre quelques coups, galérer un tout petit peu, mais encore une fois, caractère en béton, il est revenu, il l'a amené au sol et il l'a soumis d'une manière agressive et violente. Tu vois, c'est pas du jujitsu joli, Mhm. non, il prend ta mâchoire et il te brise la mâchoire. C'est, c'est la guerre, il fait la guerre et franchement, c'est beau à voir. Et le plus effrayant, c'est que, bon, on dirait pas. Franchement, moi personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de Benoît Saint-Denis, c'était à l'époque où il combattait au Brave et je me suis un petit peu intéressé à lui. Puis quand j'ai vu sa tête, en fait, il a une tête qui est marquée justement par bah, son vécu. Tout le monde n'a pas été militaire ou membre des forces spéciales dans sa vie, dans sa carrière. Et tu remarques que bah, même au niveau de son comportement, c'est quelqu'un qui est très calme. Pas dans un octogone, mais dans la vie de tous les jours, tu vois, il est mature en fait. Bon, on dirait pas qu'il a que 27 ans. Je sais pas ce que tu en penses, mais il paraît 33 voire 34 ans facilement. Donc, il est jeune, il a encore une marge de progression énorme puisqu'il n'a que 27 ans contrairement aux apparences. Et puis tu l'as dit, il est entouré par une team de vrais professionnels. Son coach principal c'est Daniel Warin. Daniel Warin qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur coach de MMA en France et qui a coaché parmi les plus grands comme Anderson Silva et Lyoto Machida. Bref, tout ça pour dire que Benoît il va encore progresser parce que non seulement il est jeune et en plus de cela il est coaché par l'un des meilleurs coachs de MMA français qui est Daniel Warin. C'est effrayant pour la concurrence. Euh, Déjà, c'est vrai que moi, quand j'ai appris qu'il avait 27 ans, j'étais choqué. Je me suis dit, il a une tête. Bon, tu me dis qu'il a 35 ans, je te dis, ouais, normal. Ouais. Franchement, il a le visage marqué par la difficulté. Tu vois, quand ça te fait vieillir comme ça. Mm. Mais 7 ans, c'est vrai que c'est un âge où tu as, une grosse marge de progression, sachant que ton prime physique dans les MMA, c'est 31, 32, jusque 35, dépendant de la personne.
Mais comme je l'avais dit dans une précédente analyse avec toi, j'avais dit chacun a son prime à différents moments. Parce que mentalement, psychologiquement, ta relation avec le MMA, ça peut varier un peu à quel moment tu es à ton top. Et, euh, et ça, c'est à voir. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment prédire jusqu'à ce que ça soit passé. Donc, est-ce qu'il va continuer à grimper? Est-ce qu'il va continuer à évoluer? Je pense que ça, on peut le savoir que c'est que l'avenir, c'est seulement l'avenir qui nous le dira. Mais j'espère en tout cas, parce que j'aimerais bien voir un jour un Français champion de la catégorie la plus chargée de l'UFC, qui est la catégorie des lightweight. Ah, s'il y arrive, c'est un exploit monumental, un exploit historique, hein. Clairement, il aura sa place dans le panthéon, pas du MMA français, mais du sport français, parce que la difficulté pour devenir champion dans une catégorie aussi chargée que celle des poids légers, c'est juste incroyable. On va en parler un petit peu plus tard dans notre interview Mofsar. Si on peut donner peut-être émettre un petit bémol concernant Benoît Saint-Denis, c'est sa défense. On va dire qu'elle est pas, c'est pas la plus hermétique qui soit. Il en a parlé lui et Daniel Warin dans le dernier documentaire RMC Sport consacré à Benoît Saint-Denis. C'est vrai qu'il prend énormément de coups. J'ai la stat que j'ai aussi pu voir dans ce documentaire RMC Sport qui est super intéressant. En fait, la stat, elle te montre que en moyenne, Benoît Saint-Denis il encaisse 5 gros coups par minute. Ce qui fait de lui, chez les poids légers, le deuxième combattant qui encaisse le plus de coups par minute. Le seul qui est devant lui, c'est ce grand malade qui est Justin Gaethje qui lui en encaisse 7 par minute. Est-ce que tu dirais... Ah oui, attends, avant de te poser la question, mais à titre de comparaison, il y a Khabib et Islam. Tu sais combien ils prennent de coups par minute, Khabib et Islam, en moyenne? Très peu, très peu. Un seul coup par minute, Khabib quand il combattait, et Islam à l'heure actuelle, un seul gros coup par minute encaissé par le champion des poids légers. Quand tu compares avec Benoît Saint-Denis qui en encaisse 5, ça fait beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il doit travailler sa défense pour atteindre les plus hautes sphères de la catégorie des poids légers? Est-ce que c'est un secteur, un domaine dans lequel il doit encore travailler plutôt? Déjà, c'est important de remettre cette stat dans le contexte parce que des fois, les stats, elles sont manipulables et elles peuvent te donner des fausses informations. Mhm. Le premier combat de Benoît Saint-Denis a beaucoup gonflé cette stat parce qu'il a pris beaucoup de coups, comme on l'a dit juste avant, dans une catégorie au-dessus, face à quelqu'un de dopé, lui qui est en short notice. Donc, il a fait le punching ball pendant ce combat-là, il faut dire la vérité, et il a pris énormément de coups. Même s'il en a pris moins dans les combats suivants, la stat, elle reste quand même gonflée à cause de ça. Première chose à prendre en compte. Et deuxième chose, forcément, même si tu enlèves ça, il prend quand même quelques coups. Tu vois, on n'en est pas encore à Khabib et Islam, qui sont les deux qui dominent la catégorie, qui ont dominé la catégorie pour Khabib et Islam qui a repris le flambeau. Si tu as envie d'arriver au top et de te maintenir au top, parce que ça aussi, c'est quelque chose de difficile à faire, tu es obligé de te préserver. Et est-ce que tu peux encaisser les gros coups des mecs là-haut, les Gaethje, les Dustin Poirier, les Chandler, les mêmes Islam maintenant qui a mis son dernier KO avec Volkanovski, est-ce que tu es capable d'encaisser ce que eux ils vont te renvoyer? Tu vois, c'est compliqué parce que les gros punchers, ils sont là-haut dans le top 10 dans le top 5. Donc, pour se préparer à ça, forcément, il faut continuer à améliorer. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il a une grosse marge de progression si tout se passe bien pour lui. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler et ça va le faire que le rendre meilleur. En tout cas, sa défense va devoir être bonne ce dimanche 12 novembre à l'UFC 295 parce qu'il fait face à un Matt Frevola qui est américain, qui comme lui d'ailleurs a été militaire au cours de sa vie et qui surtout est un très très gros puncher. Matt Frevola, il compte 3 victoires consécutives pardon, et les 3 par KO TKO au premier round. Je me souviens malheureusement pour moi qui aime bien Othman Azaitar, mais il l'a éteint d'une manière, c'était d'une violence inouïe. C'est un gros puncher. Il compte 7 finishes à son actif, dont 3 soumissions sur ses 11 succès en carrière. Il y a danger pour Benoît. Attention à la puissance de Matt Frevola qui, soit dit en passant, évoluera à domicile parce que c'est un New-Yorkais. C'est ça, je pense que c'est un premier test. Ce matériau-là, c'est un premier test pour la défense en striking, en tout cas, dont on vient de parler juste avant. C'est un gros puncher, c'est un peu le même profil en termes de détermination. Tu comprends, c'est un Mhm. militaire, quelqu'un qui a fait la guerre, donc c'est aussi quelqu'un qui n'aura pas la marche arrière facile.
Donc, il arrive face à et c'est ce qu'il aura à partir de maintenant, des tests de plus en plus difficiles. Plus il va gagner, plus forcément tu montes en difficulté. Donc, c'est là que nous aussi, en tant que spectateurs, on va voir de quoi est capable Benoît Saint-Denis et la team Ouara. Euh, même s'il n'est pas obligé de rester à striker avec lui, c'est quelque chose qu'il fait très bien, les amener au sol, les soumissions, on a vu dans les stats. Mais tu peux pas t'en tirer sans prendre des coups. Et c'est là qu'on va voir, c'est là qu'on va voir l'évolution, la marge de progression d'un combat à un autre de Benoît Saint-Denis. Yes, yes. Petite chose à dire aussi en ce qui concerne Matt Frevola, il a quand même explosé Drew Dober, donc il l'a emporté par KO technique, c'était au premier round également. C'était son dernier combat. Et Drew Dober, au cours de sa carrière, presque 40 combats de MMA professionnels, c'était seulement la deuxième défaite par KO TKO, donc ça en dit long encore une fois sur la puissance de Matt Frevola. Matt Frevola qui est numéro 14 de la catégorie des poids légers, Drew Dober qui est numéro 15, Drew Dober qui est quand même un sacré nom dans la catégorie ou plutôt à l'UFC en général. Si Benoît bat Matt Frevola, logiquement, il intègre le top 15 de la catégorie des poids légers, ce qui serait fou pour un Français, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Movsar, c'est la catégorie la plus relevée de l'organisation. Il y a Islam Makhachev champion, il y a Charles Oliveira, Justin Gaethje, Michael Chandler, Arman Tsarukyan, qui lui aussi, on en entend de moins en moins parler. D'ailleurs, il va affronter Binil Dariush, mais Dariush aussi, la même chose. Dariush Tsarukyan, pas une grosse hype, mais c'est des monstres vraiment incroyables. Il y a qui encore? Il y a Rafael Dos Anjos, Dan Hooker, bref. Si Benoît parvient. Qui ça? Il y a Gamrot, il y a Connor encore, ils C'est ça. sont à l'appel, que des tueurs. Gamrod Fiziev, non, c'est juste un truc de fou furieux. Donc, ouais, s'il parvient à intégrer le top 15 de cette catégorie, ce serait déjà presque un exploit pour un combattant français. C'est pas presque un exploit, je dirais que c'est carrément un exploit de fou. Euh, et ça voudrait dire qu'il rentre seulement dans la caté, dans la vraie, qu'il rentre vraiment à l'UFC, je veux dire, Mhm. parce que Ouais. et c'est quelque chose que tu retrouves dans quasiment toutes les catégories et surtout dans la catégorie des lightweight, Mhm. c'est que entre le top 5 et le top 15, il y a un univers de différence. Mhm. C'est quelque chose de très impressionnant quand tu vois tous les mecs du top 5 qui font que rouler sur tout le reste et de temps en temps, tu as un talent, un prospect qui arrive à venir d'en bas, qui arrive à monter les échelons. Et est-ce que celui qui va monter ces échelons jusqu'au top 10, top 5, c'est Benoît Saint-Denis? J'ai hâte de voir et j'espère qu'on va voir ça arriver un jour. C'est vrai que la différence entre le top 5 et le reste de la catégorie, il est abyssal. Je sais pas si tu connais Jujutsu Kaisen, l'animé Jujutsu Kaisen, ça dit quelque chose? Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est comme Jujutsu Kaisen dans le sens où, tu vois, dans Jujutsu Kaisen ou même Yu Yu Hakusho pour les plus anciens parmi vous, les monstres étaient classés en classes. Et entre les classes, il y a des différences de fou. Quand tu arrives à une certaine classe, tu vois, le personnage, il se bat contre des monstres qui sont balèzes. Tu vois, il se dit, waouh, le mec est très balèze. Sauf que la classe suivante, il est encore 10 fois plus balèze. Bah, c'est un peu la même chose avec les poids légers. Et puis les poids légers, 70 kilos, c'est l'homme moyen, quoi. C'est-à-dire qu'elle est archi bouchée, cette catégorie, contrairement aux catégories beaucoup plus légères comme les poids mouches ou comme les catégories les plus extrêmes comme les poids lourds, où là, il y a moins de concurrence. Là, les poids légers, elle est saturée comme jamais. Ouais, c'est ça, c'est là où tu retrouves la plus grosse, le plus gros pourcentage de la population. C'est chargé à la mort. La concurrence, elle est de fou. C'est là où c'est le plus chargé, en fait, c'est les featherweight, lightweight, donc 66, 70. Ouais, c'est ça, c'est les deux catégories les plus chargées parce que c'est celle où tu retrouves le plus de gens. En Asie, par contre, comme ils sont un peu plus légers, tu vas retrouver les plus chargés en 61, 66, mais c'est là que tourne le moyen, le commun des mortels. Donc là, il y a une grosse concurrence et si tu veux être là-haut, faut au moins avoir les yeux de Gojo pour rester Oh, dans belle ton rêve. image de Jujutsu Kaisen. Très très belle rêve, très très belle rêve. J'ai hâte de voir l'épisode là qui sort, je pense, cette semaine, puisque là il y a du sale qui se. Sukuna, tout ça. J'ai bien envie de voir ce que va donner Sukuna, mais on va pas spoil. On va pas spoil. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire Benoît Saint-Denis, Matt Frévola. Est-ce que tu penses que Benoît, stylistiquement, il a le potentiel pour aller titiller le top 10 de cette catégorie, voire même encore mieux? Est-ce qu'il a le potentiel pour être
dans le top 5, voire même peut-être devenir un jour champion de cette catégorie des poids légers. Est-ce que tu trouves que stylistiquement parlant, parce qu'il va encore progresser, mais au niveau de son style, est-ce qu'il a ce qu'il faut pour peut-être s'imposer parmi les meilleurs poids légers du monde? En fait, selon moi, il a les armes qu'il faut, c'est-à-dire en termes de striking. Pour moi, il a les pieds, il a les jambes, il a la lutte, il a les points, il a les soumissions agressives, il a tout ce qu'il faut. Il a la team, il a le cadre Package. global. C'est ça, exactement. Il a le cadre. Maintenant, ce qu'il faut en plus pour rentrer dans le top 5 voire devenir champion, c'est des qualités humaines. En termes de ce que je veux dire par humaine, c'est par exemple le caractère. Il faut un gros caractère, il faut un mental à toute épreuve. Quelque chose que tu retrouves souvent dans des combats difficiles, comme ceux de Dustin, Gaethje, Khabib. C'est des mecs connus pour un caractère infaillible. Ça, il l'a aussi. On l'a vu dans ses combats. On l'a vu face à la difficulté. Donc, la seule chose, selon moi, qui reste à voir, c'est la manière dont ils vont appliquer, dont lui, il va améliorer, dont il va aiguiser ses armes. Et c'est la seule chose qui lui reste à faire. Il a les armes. Il reste plus qu'à aiguiser. Il faut passer du temps à la forge. On Hmm. forge les tibias, on aiguise les poings et on y va et on casse la tête du top de lightweight. Je suis d'accord avec toi, il est complet, il a de la boxe anglaise, du kickboxing, muay thai, jiu-jitsu, de la lutte, il s'est amené au sol, il sait soumettre, il sait mettre des KO, il a une grosse puissance. Il va peut-être devoir mieux gérer son énergie parce qu'imaginons que ça dépasse le troisième round et qu'il n'a pas mis son adversaire KO. Là, peut-être que ça va se compliquer, mais il a l'air d'avoir une très bonne condition physique aussi. Donc là, en termes de progression, il est bien, hein. Il est ni en retard, ni peut-être même qu'il est en avance. En vérité, Benoît Saint-Denis, parce qu'il démontre qu'il progresse énormément après chacun de ses combats. Puis il a la team, comme tu as dit, Daniel Warin. Il a l'état d'esprit de guerrier, il est solide, il l'a prouvé mentalement, physiquement. Non, franchement, il a le package complet, Benoît Saint-Denis, pour côtoyer les plus hautes sphères de la catégorie des poids légers. Et puis après, il y a aussi une part de chance dans le matchmaking, par exemple. Ça dépend quel profil tu lui mets devant lui. Styles make fight. Si tu lui mets un gros lutteur type Armand Saroukian, il faut voir ce que ça donne. Mais si tu lui mets que des strikers pas forcément complets, et en sachant que le top de la catégorie est vieillissant, les Justin Gaethje, les Dustin Poirier, etc. Donc je pense vraiment qu'il a une carte à jouer, à condition qu'il continue de progresser. Mofsar, merci d'avoir répondu à mes questions. Il m'en reste une dernière à te poser. Ton pronostic concernant ce Benoît Saint-Denis versus Matt Frevola qui se passe, je vous le rappelle, le dimanche 12 novembre aux alentours de 4h30 du matin en carte principale de l'UFC 295. Pour mon pronostic, ça va un peu rebondir sur ce que tu viens de dire en termes de style qu'on lui oppose. Par exemple, s'il était face à quelqu'un comme Tsarukyan, Gamrot, Fiziev, des mecs très durs à lutter qui ont eux-mêmes des grosses luttes, le combat, je serais vraiment partagé parce que je trouve que il n'aurait pas d'échappatoire si le striking ne marche pas. Ici, dans ce combat-ci, il va pas forcément fuir le striking parce qu'il peut striker, il peut envoyer du lourd, mais il a toujours un échappatoire, une porte de sortie, j'ai envie de dire, dans la lutte et dans ses soumissions agressives. Donc j'aurais tendance à donner Benoît Saint-Denis vainqueur dans ce combat-là. Je pense qu'il il pourrait gagner. J'ai bien aimé ses soumissions, j'ai bien aimé le travail qu'il fait. La manière dont il réussit avec ses gros bras, il a beaucoup de muscles, à soumettre dans des positions où il n'est même pas parfaitement en place. Il n'a pas les deux crochets dans le dos, il en a qu'un, il arrive quand même à te soumettre. C'est quelque chose d'assez difficile. Et ça en dit long sur son potentiel. Et je pense qu'il va gagner ce combat-ci par soumission. Je dirais, franchement, je le vois bien soumettre au premier round sur une petite surprise. Le mec s'y attend pas, il transpire pas trop, il glisse pas, hop, il l'amène au sol, boum, il lui chope la gorge, il le soumet. Bah écoute, désolé, mais on a encore une fois le même pronostic. Moi aussi, je vois soumission premier round parce que je pense que Benoît a conscient de la puissance de Matt Frevola. Faudrait pas se faire éteindre au Madison Square Garden comme ça sur un seul coup parce que l'autre est dangereux. Il est vraiment très dangereux. Je pense qu'on va avoir droit peut-être à un Benoît Saint-Denis plus patient, plus mesuré, plus intelligent dans sa stratégie, dans son approche en tout cas. Pas dans sa stratégie parce que ses stratégies sont toujours intelligentes, mais parfois on le voit aller un petit peu trop encore à la bagarre. Et
face à un bagarreur, justement comme Matt Frevola, ça risque de ne pas pardonner. Donc le chemin le plus facile, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets parce que rien n'est facile, surtout pas dans le top 15 de la catégorie des poids légers, mais je pense qu'il a un vrai avantage à amener Matt Frevola au sol et à le soumettre. Il y a quand même 9 soumissions à son actif. Après, soit dit en passant, je pense que Matt ne s'est jamais fait soumettre pour l'instant dans sa carrière, si je ne dis pas de bêtises. Il faut toujours un début à tout. Et je pense que Benoît Saint-Denis a de grandes chances de s'imposer par soumission au premier round, faire son entrée dans le top 15, choquer le Madison Square Garden et voir sa hype continuer d'exploser un peu plus. Mofsar, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Abonnez-vous à son compte Instagram avant que sa hype à lui explose aussi. Donnez-lui un maximum de force avant les championnats du monde qui se passent en Albanie dans les prochains jours. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu. Donnez-nous vos commentaires aussi. Pardon, pas vos commentaires, vos pronostics plutôt dans les commentaires. Mofsar, merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès encore une fois. Fais ça bien et reviens avec une médaille d'or. Inch'Allah. Merci beaucoup, frérot. On va essayer de rendre la francophonie fière, encore une fois.